Une vie, une œuvre. Charles Baudelaire, 1821-1867. Une émission de Christine Gohémé, réalisée par Perrine Mangui. Rien que la vérité de parole interdirait de parler de Baudelaire. Que dire d'elle, en effet, qui ne soit déception, égarement ou mensonge? La critique la plus aiguë s'y renonce et avoue l'absolu du fait poétique. La malveillance la mieux armée y est dupée et donnée en ridicule spectacle. Quant à Baudelaire qui a souffert, on voudrait le laisser à son repos. Son désir fut l'universel, qu'il ait le droit de s'y effacer, comme une musique, de disparaître dans la nuée. Yves Bonnefoy. Les fleurs du mal s'ouvrent sur le poème intitulé « Au lecteur ». Rappelez-vous, la sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et aussi, c'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Célèbre poème entre tous, dont le dernier vers, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, est la formule même de la division. Il y a pour chacun d'entre nous un avant et un après la lecture de Baudelaire. Aussi rend-il possible tous les livres, c'est-à-dire très peu de choses en somme de ce qui est écrit. En élevant son lecteur au rang de semblable et de frère, il l'oblige dans tous les sens du mot. À la fois, il le sert, à la fois, il le force à devenir un autre, son autre. Il est donc l'alchimiste de celui qui le lit. Je pense, en vous écoutant, à la phrase de Jean Prévost, « Baudelaire est le plus grand de tous nos poètes ». Oui. André Guillot, c'est ce que vous pensez, oui, naturellement. Je crois. Il faut essayer de savoir pourquoi, d'ailleurs, c'est pas si facile. Cette phrase que vous citez me rappelle celle que j'ai toujours beaucoup aimée, de Benjamin, disant de Baudelaire que nous sommes attachés à sa poésie, à son verbe, à tout ce qu'il a écrit, parce que rien en lui, rien dans son œuvre n'a encore vieilli. Et donc, cette phrase est très juste, je crois, et je me suis souvent posé la question de pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans le génie de Baudelaire, disons, qui fait que nous sommes encore si présents à lui, si près de lui, qu'il ne subit pas les outrages du temps, alors que toute œuvre subit les outrages du temps. Et on se demande si c'est dû à cette... Il y a une réponse facile qui consiste à dire que c'est ce classicisme qu'il a quand même, ce culte de la forme, ce souci de perfection qu'il a mis dans ses vers, ou si c'est son intelligence si pure, si dure. Et je pense que c'est un peu les deux. On peut aussi se dire que c'est l'invention du monde moderne, et qu'on y est. Oui, bien sûr, voilà, c'est vrai. On est dans ce qu'il a prévu. On est dans ce qu'il a prévu. On est dans ce qu'il a prévu, je dirais, en termes raisonnables, et on est dans ce qu'il a prévu en termes prophétiques. Et moins raisonnable apparemment. Vous savez, il y a ce morceau ce hors-d'œuvre de fusée, comme il l'appelle, qui consiste à dire le monde va finir, les cataclysmes arrivent, etc. Quand on voit tout ce qui a déferlé sur le XXe siècle, il suffit de relire ce texte-là, et on a comme une illustration de tout notre siècle, donc du siècle à venir pour lui. Vous pourriez peut-être nous le lire d'ailleurs, André Guillot. Ah oui, si je le trouve, oui. Oui, c'est un texte donc qui n'est plus une fusée, parce qu'une fusée c'est censé être court, lumineux et mourir en quelques secondes. Or, c'est une longue vision. C'est un texte très visionnaire, un des plus fascinants de Baudelaire. Avant de le lire, comme il est trop long, là, je ne vais pas tout lire, mais je voulais vous rappeler qu'il a été lu solennellement, je ne sais plus exactement où, en Europe, peut-être à Paris d'ailleurs, par Walter Benjamin, au début, en 1939, je crois, au début des grands événements. Et Benjamin, le lisant, lui donnait, dans l'immédiateté, un caractère prophétique fascinant. Benjamin s'est suicidé quelque temps plus tard. Alors je lis le début de ce texte et la fin. Le monde va finir, c'est l'incipit. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe, que cette raison est faible, comparée à toutes celles qui annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci. Qu'est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel? Puis je saute tout un passage visionnaire où les barbaries des temps contemporains sont évoquées en termes presque exacts. C'est visiblement un texte qui avait fasciné Léon Bloy. Et à la fin de ce long développement, Baudelaire, dans un mouvement magnifique,
revient à lui en disant ceci: « Quant à moi, qui sens quelquefois en moi le ridicule d'un prophète, je sais que je n'y trouverai jamais la charité d'un médecin. Perdu dans ce vilain monde, coudoyé par les foules, je suis comme un homme lassé, dont l'œil ne voit en arrière, dans les années profondes, que désabusement et amertume, et devant lui qu'un orage où rien de neuf n'est contenu, ni enseignement ni douleur. » Raphaël Brossard. Il perd son vrai père Baudelaire, dont, je fais une digression, dont le nom d'ailleurs, Baudelaire, est égal, quand on lit le dictionnaire de Furetière, à Badelaire, à savoir que en langue de blason, en héraldique, le Badelaire ou le Baudelaire est une épée de bataille large et recourbée à la pointe, en usage chez les Huns. Le Badelaire est dit aiguisé lorsque sa partie saillante est d'un émail différent, ce qui est très rare. Alors, n'est-ce pas, nous avons déjà une espèce d'épée qui va faire que, comme par hasard, la mère de Baudelaire, à 34 ans, veuve depuis à peine 2 ans, d'un monsieur qui s'appelait Baudelaire, donc Qui était un prêtre défroqué. François, le père de Charles, et qui était le père aussi du demi-frère, qui avait un premier mariage du demi-frère de Charles, qui compte beaucoup pour lui parce qu'il a 16 ans de plus, et c'est un magistrat, n'est-ce pas? Tout du moins, il devient magistrat, et donc le petit Carlo, son petit frère Carlo, s'adresse à son grand frère comme une espèce de substitut paternel, disons, mais en même temps un juge, n'est-ce pas? Dès le départ, il y a le juge est posé là avant que Baudelaire ne se soit accusé de quoi que ce soit. Mais il va en profiter, évidemment, pour s'accuser sans arrêt. Et s'accusant sans arrêt, ça lui permettra de temps en temps d'accuser les autres, de faire des reproches, n'est-ce pas? Alors, donc, il a un nom d'épée, ce qui fait que les fleurs du mal peuvent être lues comme ce qu'il dit dans un vers des fleurs du mal, ma fantasque escrime. Il compare sa poésie à une escrime. D'ailleurs, il y a un poème qui s'appelle Le Duel. Oui. Et il reprendra cette idée du dédoublement dans la double vie, l'homoduplex, etc. Cette idée du duel, de la bataille à deux, ou de lui-même l'appeler le couteau, c'est-à-dire lui-même en duel avec lui-même, disons, comme il le trouvera dans la problématique de Edgar Poe avec William Wilson, par exemple, qui se tue lui-même avec son épée. Or, le beau-père, beau commandant de général, a à peu près 34 ans, l'âge de Caroline, la jeune veuve, du monsieur de 68 ans qui est mort. Bon. Le général Opic, qui a déjà un nom tout à fait curieux, fait que ce beau militaire, qui est une espèce de héros et en même temps un homme remarquable qui deviendra ambassadeur, etc., est un homme admirable, et le petit Carlo, le petit Charles, ne peut que l'admirer. Donc il se retrouve, il perd un père qui devient le père mort, et il a deux substituts paternels, le grand frère, le demi-grand frère et le beau-père. Il sera tout le temps intéressé par la vocation militaire, le héros militaire l'intéresse. Et il rêve aussi d'un pape militaire. C'est dans ses pensées intimes, il a des hallucinations. Il rêve d'un pape qui serait un pape militaire. Donc voilà, nous avons cette espèce de duelliste. La poésie pour Baudelaire est un duel, finalement, est une espèce d'escrime fantasque, comme il dit, à tel point d'ailleurs que nous savons qu'au moment des barricades de 1848, il sort dans la rue de Bussy, avec un fusil à la main, il dit « Allons fusiller le général Opic ». Donc nous avons ici un insurgé qui s'insurge militairement contre les militaires. Dans le salon de 59, Baudelaire évoque sa première rencontre avec Delacroix. Et c'est dans le fameux chapitre 4 sur le gouvernement de l'imagination. On peut peut-être le lire, ce fragment, si vous voulez bien, Pascal Maillard. Absolument. Alors Baudelaire parle de Delacroix, de sa rencontre avec Delacroix. Quand je le vis pour la première fois, je n'avais pas d'autre expérience que celle que donne un amour excessif, ni d'autre raisonnement que l'instinct.
Il est vrai que cet amour et cet instinct étaient passablement vifs, car, très jeune, mes yeux remplis d'images peintes ou gravées n'avaient jamais pu se rassasier, et je crois que les mondes pourraient finir avant que je devienne iconoclaste. Les yeux très jeunes de Baudelaire renvoient à ses 6 premières années de sa vie, quand son père, encore vivant, l'emmenait au jardin du Luxembourg et commentait les statues devant lesquelles il s'arrêtait. Alors j'ai toujours trouvé amusant, ou peut-être plus justement significatif, que Baudelaire était le fils d'un peintre. Et ce peintre était aussi un prêtre défroqué. Le prêtre, c'est le gardien d'un culte. Et ce culte, pour Baudelaire, ne sera pas celui d'une religion révélée, du moins à mon sens, mais d'une passion. Une passion des images. Mais Baudelaire pensait quand même que son père était un mauvais peintre. Hein. Oui, effectivement, Baudelaire a d'ailleurs écrit dans une lettre que son père était un détestable. Voilà, détestable. Détestable artiste. Il n'empêche que Baudelaire a vécu entouré par ses peintures du père, mais aussi celles de la première femme de François Baudelaire, qui était également peintre. Alors ce sont pour l'essentiel des gouaches, des allégories dans le goût du XVIIIe siècle. Alors, de ces images du père, Baudelaire conservera toujours avec lui un portrait peint par Jean-Baptiste Regnault. Et dans une lettre à sa mère qui date de 1861, Baudelaire écrit ceci qui me semble décisif. « Je suis seul, sans amis, sans maîtresse, sans chien et sans chat à qui me plaindre. Je n'ai que le portrait de mon père qui est toujours muet. » Ce portrait du père fonctionne un peu comme les imagines chez les Romains. Les imagines, ce sont ces masques véristes qui représentent les images du père, l'image du père mort et que le fils va conserver religieusement dans une petite armoire à l'intérieur de l'atrium. Alors ce portrait du père témoigne bien sûr de l'attachement profond de Baudelaire à ce père faiseur d'images, mais de ce père il ne lui reste qu'une imago, et cette imago ne cesse pas de lui rappeler une terrible vérité qui est, à mon sens, l'une des vérités des images, à savoir la mutité des êtres qui y sont représentés. Baudelaire mettra toujours l'accent, justement, quand on lit ses portraits, enfin son travail sur les portraits, sur ce fait que ça ne parle pas, bien sûr. Ça ne parle pas, mais Baudelaire ne cesse pas de les faire parler, et d'en parler. Alors, ce qui me semble aussi important dans ce portrait du père, c'est que les images, pour Baudelaire, ont toujours entretenu un rapport avec la mort. C'est cette absence qui gît au fond d'elle, et qui renvoie toujours à un objet perdu. Bon, en l'occurrence, cet objet, c'est le père qui donnait sens aux images quand Baudelaire était enfant, et auquel Baudelaire redonnera une vie symbolique au travers du mythe du père solaire qu'on peut lire dans un certain nombre de poèmes, comme dans Le Soleil, le père nourricier, dans Les Fleurs du Mal, le poème Le Soleil, ou alors dans Le Coucher du soleil romantique, Baudelaire qui écrit « J'ai vu tout, fleurs, sources, sillons, se pâmer sous son œil comme un cœur qui palpite. » Il semble que Baudelaire éternise par la force extraordinaire, inouïe du verbe, 100 fois plus fort malgré tout ce qu'on dit que celui de Hugo, un sentiment qu'il s'efforce de ne pas ressentir au moment où il le nomme, où il le peint plutôt qu'il ne l'exprime. Il trouve pour toutes les douleurs, pour toutes les douceurs, de ces formes inouïes, ravies à son monde spirituel à lui, et qui ne se trouveront jamais dans aucun autre, formes d'une planète où lui seul a habité, et qui ne ressemblait à rien de ce que nous connaissons. Sur chaque catégorie de personnes, il pose, toute chaude et suave, pleine de liqueurs et de parfums, une de ces grandes formes, de ces sacs qui pourraient contenir une bouteille ou un jambon, mais s'il le dit avec des lèvres bourbillantes comme le tonnerre, on dirait qu'il s'efforce de ne le dire qu'avec les lèvres, quoiqu'on sente qu'il a tout ressenti, tout compris, qu'il ait la plus frémissante sensibilité, la plus profonde intelligence. Marcel Proust. Évidemment, Pascal Maillard, vous avez bien expliqué pourquoi Baudelaire a été
tracassé par l'image, par les images. D'une certaine manière, je dirais presque malgré lui, les images le saisissaient. Et au fond, c'est pas Baudelaire qui allait vers les images, mais c'est les images qui allaient vers Baudelaire. Et comme on sait, il a écrit sur les peintres, et tout le monde connaît les textes absolument sublimes et magnifiques qu'il a consacrés, par exemple, à Eugène Delacroix, mais pas seulement. Il y a aussi les salons, il parle tout le temps de peinture, hein, dans toute son œuvre. Bon. Il parle de la couleur, il parle du portrait, Il parle du paysage. Il parle aussi. du paysage, absolument. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est complètement baigné dans les images. Bon. Mais d'une certaine façon, est-ce qu'on ne pourrait pas non plus dire que lui-même était un peintre, poète? Oui, il a fait l'épreuve de ce désir rigoureusement insatiable de donner à son écriture un degré de plasticité. Oui, c'est ça. Qui lui permettent de restituer son amour des images, mais de créer aussi quelque chose que Michel de Guy a nommé fort justement, et il y a déjà longtemps, c'était dans Figuration, dans un texte qui a pour titre esthétique de Baudelaire, une peinture-écriture. Alors cette notion de peinture-écriture est juste, et va droit, il me semble, au projet esthétique de Baudelaire d'inventer une poésie moderne qui, je le cite, tient à la fois de la peinture, de la musique, de la statuaire, de l'art arabesque. Dans Les Fleurs du Mal, certains poèmes ont un référent plastique explicite. L'amour et le crâne est né d'une planche de Golsius. Le Masque et Danse macabre recrée des statues d'Ernest Christophe. Ou encore une gravure fantastique est inspirée par un dessin de Mortimer. Les Phares, le poème Les Phares, ce grand poème, fonctionne comme une emblématique des artistes. Oui, on a tous les peintres qui sont répertoriés, enfin les grands. Rubens, Delacroix. Mais ce qui est aussi significatif, c'est que même en dehors de tous ces poèmes qui ont des référents plastiques explicites, Baudelaire invente une technique d'écriture picturale qui confère à chacun de ces textes une puissance optique qui est totalement oui, c'est ça. On voit, quoi. On voit. Comme dans l'art du mensonge, c'est la technique de l'éclairage et la comparaison picturale qui exprime l'impossibilité rendue possible de dire par les mots la puissance de l'attrait. Alors il faut peut-être lire au moins la seconde strophe, où je le lis en entier. Allez-y. L'amour du mensonge. J'ai dit l'art du mensonge tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est l'amour du mensonge. Voilà, l'amour du mensonge, quand je te vois passer, ô ma chair indolente. Au chant des instruments qui se brisent au plafond, suspendant ton allure harmonieuse et lente, et promenant l'ennui de ton regard profond, quand je contemple au feu du gaz qui le colore ton front pâle, embelli par un morbide attrait, où les torches du soir allument une aurore, et tes yeux attirants comme ceux d'un portrait, je me dis qu'elle est belle et bizarrement fraîche, le souvenir massif, royal et lourd de Tours, la couronne et son cœur meurtri comme une pêche, et mûr comme son corps pour le savant amour. Es-tu le fruit d'automne aux saveurs souveraines, es-tu vase funèbre attendant quelques pleurs, parfum qui fait rêver aux oasis lointaines, oreiller caressant aux corbeilles de fleurs. Je sais qu'il est des yeux des plus mélancoliques, qui ne recèlent point de secrets précieux, beaux écrins sans joyaux, médaillons sans reliques, plus vides, plus profonds que vous-même, ô cieux. Mais ne suffit-il pas que tu sois l'apparence pour réjouir un cœur qui fuit la vérité? Qu'importe ta bêtise ou ton indifférence, masque ou décor, salut, j'adore ta beauté. Alors, pour Baudelaire, l'art des images est donc un art du mensonge. L'amour des images est un amour du mensonge. Dans le salon de 1859, Baudelaire a violemment critiqué les paysagistes, qui, dit-il, ne savent plus mentir. À entendre comme ne savent plus rêver
un paysage. L'imaginer. Ou l'imaginer. L'inventer, donc. Oui, absolument. Or, on pourrait très bien lire un autre poème des tableaux parisiens, Rêve parisien, comme une leçon d'onirisme que Baudelaire prodiguerait aux mauvais paysagistes. Baudelaire écrit, et sur ces mouvantes merveilles planait, terrible nouveauté, tout pour l'œil, rien pour les oreilles, Voilà. un silence d'éternité. Baudelaire, il me semble, a dit le danger extrême de l'image, et peut-être ici de l'image moderne. Nous sommes dans les tableaux parisiens. Terrible nouveauté, tout pour l'œil, rien pour les oreilles, un silence d'éternité. Pour la première fois dans l'histoire de la poésie, Baudelaire a perçu que les images ne puissent plus nous parler, puissent ne plus rien nous dire. C'est pourquoi, si souvent, la mort parle, au fond, des images de Baudelaire. Christian Jambet, vous êtes philosophe. Vous avez longuement travaillé il y a plusieurs années déjà sur le platonisme de Baudelaire, notamment à travers le thème de l'exil. Mais vous avez aussi écrit sur l'aspect épicurien et même lucrétien de cette œuvre dans son rapport au plaisir. Il y a, chez Baudelaire, c'est vrai, tout présent et étroitement mêlé, l'idéal platonicien et l'instant épicurien. Mais alors, de quel plaisir s'agit-il ? Le plaisir n'est jamais dépourvu de douleur. Ce n'est pas le plaisir sans peine, ce n'est pas le plaisir qui s'abstiendrait de tout excès en vue de gagner une forme de bonheur parfait. Ça n'est certainement pas un plaisir qui est guidé par l'idéal de la sagesse, mais c'est un plaisir contradictoire, donc, puisque d'un côté s'y manifeste la puissance de l'idée à travers la femme, et de l'autre côté, toujours sur le corps de cette même femme, surgit la puissance de la mort. Pour moi, le poème où s'inscrit le plus remarquablement cette conjonction entre la mort et l'idéal, entre la beauté et la défection, c'est le poème des bijoux. D'abord, il est très intéressant de voir que le poème des bijoux est l'une des pièces condamnées. Il faudrait savoir pour quelles raisons il a été condamné, et à mon sens, il a été condamné parce qu'il est absolument intolérable à la doxa, c'est-à-dire à la conception harmonieuse du beau qui règne dans l'univers du marché. Vous pouvez nous faire la lecture ? De l'intégralité. Oh oui, au moins une grande partie. Oui, on peut voir d'ailleurs comment il se découpe. La très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur, qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Alors les deux premières strophes que je viens de lire font apparaître la femme sous la forme d'une métonymie, c'est-à-dire que les bijoux sont la présence intégrale de la femme, et ces bijoux sont la manifestation de l'idéal, les choses où le son se mêle à la lumière. Et alors le premier mouvement du poème est un mouvement extatique, me ravit en extase, et par conséquent relève de toute la tradition des autres poèmes de Baudelaire, qui sont les expressions d'une élévation. Nous ne sommes pas très loin de l'invitation au voyage. Puis alors, il y a rupture. Elle était donc couchée et se laissait aimer. Et du haut du divan, elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer, qui vers elle montait comme vers sa falaise. Alors ici, peut-être, est la cause de l'interdiction, de la condamnation, parce que nous avons, ce qui est assez rare dans la poésie moderne, une parfaite expression de la scène sexuelle. Or, dans la scène sexuelle, l'acte sexuel qui va être l'objet maintenant du poème, la femme, s'exprimant dans la multiplicité des objets partiels de son corps, et le danger même de la mort. Les yeux fixés sur moi, donc comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses, et la candeur unie à la lubricité
donnait un charme neuf à ces métamorphoses. On ne peut pas ne pas penser aux métamorphoses du vampire, et l'alanguissement de la femme, ou presque la servitude de la femme, témoigne de sa véritable maîtrise. Alors, on va voir maintenant l'énumération des signes, et cette maîtrise va s'exprimer précisément dans tous ces signes qui sont les signes du danger, c'est-à-dire non pas les signes de l'harmonie, mais la présence sourde du chaos. Et son bras, et sa jambe, et sa cuisse, et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins, et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne, s'avançaient plus câlins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal, où calme et solitaire elle s'était assise. La référence platonicienne est absolument expresse. Le rocher de cristal, c'est le monde de l'âme. C'est le lieu de séjour dans un monde suprasensible qui est le lieu de séjour de l'âme immatérielle. Et ce lieu de séjour qui est le point d'éternité où se révèle la vérité poétique est véritablement défait par la figure angélique qui est la figure de l'ange du mal, c'est-à-dire la figure de la femme. Dans ce vers absolument incommentable, tellement il est beau, s'avancer plus câlin que les anges du mal. Et le danger va alors s'amplifier, pourrait-on dire, dans un effet d'inquiétante étrangeté, lorsqu'apparaît ce qui, je crois, a fasciné Proust chez Baudelaire, au point que Proust considérait que Baudelaire ne pouvait pas ne pas être homosexuel, par où probablement Proust visait la perversion foncière du regard sur la femme. Je croyais voir unis par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin. Sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe. Alors, laissons la perversion, l'androgynie et l'ambiguïté sexuelle. Dans la fin de l'énumération des signes féminins, le phare était superbe, thématique bien connue, baudelairienne, n'est-ce pas, très classique. Très classiquement baudelairienne. Le signe lui-même, c'est-à-dire le phare, n'est plus du côté de l'idéal, il est, à mon sens, du côté d'une autre figure de l'infini, qui est alors ce qu'on retrouve dans le plaisir lucrétien, c'est-à-dire la beauté comme pure apparence. Cette femme, n'est-ce pas, qui se manifeste ici à nu dans le plaisir, n'est rien d'autre qu'un ensemble de signes imaginaires qui se dévoilent au poète et qui le dérangent, mais on pressent que derrière ces signes de la beauté, il y a la charogne. Et on ne peut pas lire les bijoux sans le conjoindre immédiatement le poème au voyage à Cythère et à la charogne. La fin est admirable, une nouvelle rupture, et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre. Évidemment, le sang est ici le signifiant maître, c'est vraiment ce qui désigne la vérité de l'ensemble de l'acte sexuel, c'est non seulement sa précarité, son instantanéité, mais le fait que la chair l'emporte de manière décisive ici sur l'esprit, et que la chair est absolument indomptable au poète. Les pièces condamnées reprennent leur place entre les plus hautes pièces du livre, comme ces larmes altières de cristal qui s'élèvent majestueusement après les soirs de tempête et qui élargissent de leurs cimes intercalées l'immense tableau de la mer. Il eut deux fois des problèmes avec la justice. La première est privée. Baudelaire est riche, il dilapide l'héritage paternel, il est couvert de dettes. À la demande de sa famille, le tribunal civil lui impose un conseil judiciaire. On est en 1844, Baudelaire a 23 ans. Les lettres qu'il écrit à sa mère tout au long de sa vie disent deux choses, et l'amour qu'il lui porte, et les demandes d'argent. La deuxième est publique, c'est le procès des Fleurs du Mal, en 1857. Baudelaire et ses éditeurs
seront condamnés à de lourdes amendes et à la suppression de 6 des poèmes. Jérôme Tello, vous avez beaucoup écrit sur Baudelaire dans un livre paru au PUF intitulé La poésie précaire. Vous avez travaillé sur Baudelaire et la prière, et puis aux éditions Gallimard, vous avez publié Baudelaire, violence et poésie. On va évidemment peut-être parler ensemble de se demander en quoi Baudelaire était catholique, parce que tout de même, il est très marqué par le catholicisme. Non pas qu'il fût un écrivain catholique, ça c'est pas ça que je voudrais vous proposer de nous expliquer, mais enfin marqué par exemple par l'esthétique du catholicisme. Oui, vous avez raison. Lui-même se désignait comme incorrigible catholique. Il y a une lettre à Flaubert qui fait retour aux mots que Flaubert lui avait écrits pour le remercier de la réception des paradis artificiels. Flaubert avait remarqué qu'il y avait là, je crois que je le cite à peu près correctement, un levain de catholicisme. Et il s'en inquiétait un peu, Flaubert. Et il en faisait reproche à Baudelaire. Et Baudelaire lui répond, c'est donc une lettre des années 60, ou même de 60, 1860. Oui, effectivement, vous avez raison, il y a plus qu'un levain de catholicisme en moi. J'ai même eu, à plusieurs moments de ma vie, la conviction intime qu'il y a une force méchante extérieure à nous qui nous gouverne. Je crois que c'est ça le catholicisme de Baudelaire. C'est d'abord l'hypothèse du mal, ou l'expérience du mal, ou la vérification constante que les faits et gestes humains et la parole humaine sont affectés par ce qu'il appelait le mal, d'une part. Et d'autre part, comme vous le dites, effectivement, Baudelaire, comment dirais-je, est de part en part travaillé par le culte des images, comme l'Occident catholique, enfin, comme la catholicité l'a introduit en Occident et l'a fait travailler en Occident. Baudelaire a une sensibilité religieuse par les arts. Baudelaire a un rapport à l'Église en tant qu'espace architectural où les œuvres se montrent. Et en effet, sa perception, sa sensibilité sont surdéterminées par ce rapport aux images, par ce culte des images qui est autorisé par la tradition catholique. Alors, ce n'est pas un écrivain catholique. Moi, j'en fais un catholique aussi dans son érotisme, par exemple. Oui, voilà, par exemple. Alors là, ce serait peut-être le lien entre les deux remarques. L'expérience du mal, d'une part, l'expérience des images, d'autre part, coagule dans une sorte de remords à l'endroit du désir. Baudelaire est de ceux, alors là, à ce titre, il est peut-être un écrivain catholique quand même, il est de ceux qui sont capables d'un perpétuel remords, d'une culpabilité, d'une mise en question de la légitimité du désir. Il ne pense pas que le désir soit innocent. C'est sa grande querelle contre Rousseau. Ce serait sa grande querelle contre beaucoup d'entre les modernes d'aujourd'hui. Il pense au contraire qu'il y a de la violence à l'intérieur du désir, et c'est cela le péché originel. Voilà, il croit au péché originel, effectivement. Oui. Ce qu'il appelle péché originel est difficile à désigner. Peut-être que c'est la capacité où le langage se trouve de mentir. Peut-être que c'est... Oui, sans doute. Oui, parce que c'est vraiment un mystère, ça, le simple fait que la parole humaine puisse mentir. Hein. À la différence de la musique ne peut pas mentir. Bon, mais les mots, oui. C'est peut-être ça la résultante du péché originel. Et en tout cas, il était perclus d'étonnement devant le fait qu'on est, par exemple, on est avec les organes excrémentiels, comme il dit. Bon, c'est pas tellement... disons, encourageant, mais cela le plongeait dans la stupeur. On est avec les organes excrémentiels. N'est-ce pas qu'il y a dans la naissance déjà une souillure et du coup même un mal? Et ça, c'est son inflexion, sinon catholique, alors plutôt gnostique. Il y a en Baudelaire quelqu'un qui remet en cause le bien fondé de toute la condition humaine, en fait. Au fond, moi, j'aimerais dire... deux trivialités, et comme c'est vous le savant, Max Milner, vous allez justement affiner mes propos. Oui, mais c'est bien de partir des choses qui semblent évidentes. Qu'on peut peut-être penser. Alors, je sais pas, voilà. Je trouve dans un de vos textes une note avec ceci. De Boissard à Gautier. Mon cher Théophile, il se prend du hashish chez moi lundi prochain, 9 octobre, sous les auspices de Moreau et d'Auberroche. Veux-tu en être? Dans ce cas, arrive entre 5 et 6 heures au plus tard, tu prendras ta part d'un modeste dîner et tu attendras l'hallucination. Voilà pour le hashish parti chez monsieur de Boissard. Bon, pour ce qui concerne l'opium, si on consulte n'importe quel livre d'histoire de la médecine du 19e siècle et si on lit n'importe quelle mémoire
de prêtres, d'évêques, de bourgeois, de banquiers et d'écrivains, bien sûr. Alors, on n'a qu'à penser par exemple aux mémoires de Barbet. On se rend compte que ces gens-là, dès qu'ils avaient mal quelque part, dès qu'ils souffraient des dents, d'une sciatique, des jambes, d'un rhumatisme, etc., prenaient de l'opium. Bon. Alors évidemment, ma question c'est, que viennent faire dans cette espèce de banal, dans cette situation banale, les paradis artificiels de Charles Baudelaire? Vous avez d'autant plus raison de poser la question que Baudelaire a été un grand consommateur d'opium, plutôt dans le sens que vous dites, c'est-à-dire pour guérir des maux d'estomac, et avec évidemment une accoutumance à laquelle il a cédé, mais enfin, il semble qu'il ait rarement, très rarement même, utilisé l'opium dans un but, comme on dit, récréatif. Alors que pour le hashish, c'est tout différent, n'est-ce pas? Le hashish, dès que sa réputation a commencé en France, et elle a commencé relativement tard par rapport à l'opium, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est dans les années 40 que le docteur Moreau de Tours, après avoir séjourné en Égypte, a commencé à étudier les propriétés du hashish. C'est la suite au fond de l'orientalisme du XIXe siècle. C'est tout à fait lié à l'orientalisme et à l'égyptomanie du XIXe siècle. Et ce qui, évidemment, est tout à fait particulier, ce qui a mis en contact Baudelaire avec ce paradis artificiel-là, qui est quand même pour lui, me semble-t-il, le paradis artificiel par excellence, c'est que le docteur Moreau ne s'est pas contenté d'étudier les effets du hashish d'une manière scientifique, et il a eu là-dessus des idées intéressantes, comme par exemple de penser que au fond le hashish plongeait celui qui le consommait dans un état qui était tout à fait comparable, sinon analogue à celui des aliénés mentaux, et que donc par l'intermédiaire du hashish on pouvait avoir une expérience intérieure de l'aliénation mentale, ce qu'aucun médecin n'avait eu l'idée de penser jusque-là. Mais alors, il ne s'est pas contenté de faire ces expériences, et il a organisé aussi, dans un esprit qu'on a peut-être un petit peu de mal à se représenter à l'heure actuelle, des hashish parties, n'est-ce pas, comme vous disiez, c'est-à-dire qu'il a invité chez son ami, le peintre Boissard de Boisdenier, il invitait des gens du monde, comme ça, enfin, et les gens s'amusaient à avoir des hallucinations. Théophile Gautier, d'ailleurs, les a consigné dans plusieurs nouvelles, n'est-ce pas? Et c'est sous l'influence sans doute et à l'invitation de Théophile Gautier que Baudelaire a participé à ces expériences-là. Alors Max Miller, les paradis artificiels sortent après la condamnation des Fleurs du Mal. Je crois que c'est en 1860 qu'elles sont... 59-60, oui. 59-60, éditées pour la première fois. Les Fleurs du Mal, 57. Hein. Et les Fleurs du Mal, la condamnation, c'est 57. Oui. Donc c'est après cette condamnation. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que à travers une étude sur les paradis artificiels, qu'on ne sait pas très bien comment classer, d'ailleurs c'est pas un essai, c'est pas une œuvre documentaire, c'est pas une biographie de Coincet, bien qu'il y ait une biographie de Coincet, n'est-ce pas? C'est très étrange. Baudelaire arrive à nous communiquer. C'est une méditation en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est une sorte de méditation, évidemment, sur presque sur l'âme humaine, n'est-ce pas? Et puis sur l'art en particulier, dont le hashish donne une espèce d'ersatz extrêmement ressemblant et par là même extrêmement dangereux, selon le jugement de Baudelaire. Et il tire de l'expérience du hashish des conclusions renversantes, comme de dire que le hashish est l'incarnation même de Satan parmi les hommes, n'est-ce pas? Et alors, il a une théorie d'ailleurs physiologique assez intéressante, qui est la même que celle de Balzac, d'ailleurs vous faites remarquer dans votre texte, qui est que le hashish provoque une déperdition d'énergie qui empêche l'homme de penser d'une certaine manière. C'est ça, il dépense son esprit, n'est-ce pas? Il le disperse avec une sorte de prodigalité extraordinaire dans son expérience de hashish, et du coup il faut que ça se paye quelque part. Et étant donné
qu'il croit dans une sorte d'énergétique spirituelle, n'est-ce pas, ou mentale. Ce qui s'est dépensé en quelques heures ne peut plus se retrouver et doit être payé par une sorte d'apathie, d'impossibilité créatrice, de procrastination, comme on dit, c'est-à-dire de remise au lendemain de tous les devoirs pressants, etc., dont il a lui-même, sans le hashish, une expérience tout à fait cuisante. Bien sûr. Si bien qu'on a l'impression aussi qu'il charge le hashish de péché, si on peut dire, dont il a l'expérience en dehors même de l'expérience du hashish. Qui sont au fond ses défauts ordinaires à Baudelaire, d'une certaine manière. Oui, absolument, absolument, oui. Il y a deux choses essentielles. C'est, premièrement, la perte du sentiment de culpabilité. Ça, toute l'œuvre de Baudelaire est nourrie du sentiment de culpabilité qui est mise en rapport avec le sens de la transcendance pour Baudelaire, n'est-ce pas? Quelle qu'était sa croyance religieuse, c'est certain. C'est un des ressorts même de son œuvre. Voilà, c'est ça. Il faut la culpabilité pour pouvoir rebondir vers la pensée de l'infini, vers la pensée de la pureté, enfin, etc. Les fleurs du mal sont pleines de cela. Et il y a une deuxième chose qui serait plus esthétique, si vous voulez, mais enfin, elle est exprimée curieusement sous une forme plutôt religieuse, c'est le fait de penser gagner le paradis sans effort, n'est-ce pas? Par des voies artificielles, disons. Voilà, c'est ça, et non méritées par le travail ou la souffrance. Donc finalement, le titre même serait à repenser dans un autre sens, quoi. C'est un titre beaucoup plus polysémique qu'on imagine au départ. Absolument, mais les paradis artificiels, c'est quelque chose, un titre même, qui, venant de Baudelaire, est assez surprenant, parce que toute une partie de l'œuvre de Baudelaire consiste dans un éloge de l'artifice. Et dans une manière de décrier, de dire son dégoût, enfin, etc., pour ce qui est naturel. Or, il semble qu'il s'en prenne au paradis artificiel parce que, justement, c'est une sorte d'offense faite à la nature. On est en pleine contradiction, n'est-ce pas, à ce moment-là? Et en fait, alors c'est là qu'intervient, je crois, la préoccupation esthétique plus ou moins déguisée sous une forme religieuse. C'est qu'il a l'idée que la réussite esthétique, enfin la beauté doit se mériter par le travail, doit se mériter par la souffrance. Et l'idée qu'on puisse, comme ça, se plonger dans un état paradisiaque qui ressemble, c'est ça qui est terrible, n'est-ce pas, qui ressemble à s'y méprendre à un état d'extase poétique, à un état qui permet au poète justement de voir le monde exactement comme Baudelaire voudrait le voir. L'idée qu'on puisse se plonger là-dedans grâce à une drogue, ça lui paraît complètement condamnable. Enfin, c'est une illusion contre laquelle il essaye de mettre en garde ses contemporains. C'est très beau parce que, en fait, vous êtes en train de nous expliquer que c'est un texte de moraliste, d'une certaine manière. Et comment? La conclusion des paradis artificiels est intitulée Morale. Et lorsqu'il a fait en 1864 une conférence à Bruxelles qui est en fait une lecture d'une partie des paradis artificiels, il a dit je vais pas parler en médecin, je vais pas parler en philosophe, je vais parler en moraliste, n'est-ce pas? Et vous faisiez allusion tout à l'heure à la condamnation des fleurs du mal. Je ne peux pas m'empêcher de penser que, en publiant 2 ans plus tard un ouvrage qui était une espèce de traité de morale, Baudelaire ait eu un sentiment de revanche, de dire vous m'avez condamné pour offense à la morale, eh bien je vais vous montrer moi ce que c'est que la morale. Oui, parce qu'en même temps c'est évidemment pas une morale bourgeoise non plus, c'est-à-dire c'est une manière formidable de se situer contre le moralisme bourgeois, mais en moraliste lui-même. C'est ça, oui, une morale de la convention. La convention n'est pas la morale, justement, pour Baudelaire. Oui. Il dit même déjà dans Du vin et du hashish que quelqu'un qui ne boit que de l'eau a certainement quelque chose à cacher. Baudelaire réunissait ses amis, Antonio Vatripon, Gabriel d'Antragues, Malassis, Delvaux, dans quelques modestes cafés de la rue Dauphine.
Le poète commençait par commander un punch. Puis, quand il nous voyait disposés à la bienveillance, il nous récitait d'une voix précieuse, douce, flûtée, onctueuse et cependant mordante, une énormité quelconque, le vin de l'assassin ou la charogne. Le contraste était réellement saisissant entre la violence des images et la placidité affectée, l'accentuation suave et pointue du début. Jules Levallois, 1895. Lettres inédites au sien, Charles Baudelaire. La première lettre est datée de 1832, donc il est né en 1821. Cette première lettre, il avait 11 ans quand il l'a écrite, et c'est à son frère. Alors, Raphaël Brossard, quand on lit cette correspondance de Baudelaire, préadolescent, puis adolescent, et puis jeune homme, on s'aperçoit qu'au fond, il y a déjà en germe pratiquement toute l'œuvre, enfin, en tout cas, les grandes lignes. Il y a, oui, une pré-genèse, enfin, de l'œuvre de Baudelaire, mais surtout l'ensemble de la thématique de Baudelaire adulte apparaît déjà, ne serait-ce que dans chaque lettre où il est dans cette espèce d'affreuse pension à Lyon, où il dit tout le temps qu'il s'ennuie à mourir, etc. Et néanmoins, à l'âge de 12 ans, il écrit à son frère qu'on lui a offert un phénakistiscope. Baudelaire dit que m'importe le phénakistiscope si je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est un cartonnage. Alors, il décrit lui-même. Papa aussi m'a fait un cadeau, c'est-à-dire Général Opic. Il m'a donné un phénakistiscope. Ce mot était aussi bizarre que l'invention. Et il décrit plus loin que m'importe le phénakistiscope. C'est un cartonnage dans lequel il y a une petite glace qu'on met sur une table entre deux bougies. On y trouve aussi un manche auquel on adapte un rond de carton percé tout autour de petits trous. Par-dessus, on ajoute un autre carton dessiné, le dessin tourné vers la glace, puis on fait tourner et on regarde par les petits trous dans la glace et l'on voit de fort jolis dessins. Mes pensées sont-elles suivies au moins? Il écrit ça à son frère, car il cherche un interlocuteur tout le temps qui soit à la hauteur de ses intérêts et les autres ont du mal à suivre. Alors, c'est un enfant qui est incompris, tout à fait. Et alors, donc, ce phénakistiscope, on va le retrouver lorsque Charles Baudelaire a 32 ans, dans Morale du joujou. Et donc il dit il y a une espèce de joujou qui tend à se multiplier depuis quelque temps, on se croirait aujourd'hui, et dont j'ai à dire ni bien ni mal, je veux parler du joujou scientifique. Alors il introduit, parce qu'avec Edgar Poe, Baudelaire introduit, et d'autres peut-être à la même époque, introduit la science dans la littérature. Ça sera suivi par Jules Verne et compagnie, évidemment. Le joujou scientifique, le principal défaut de ces joujous est d'être chers. Mais ils peuvent amuser longtemps et développer dans le cerveau de l'enfant le goût des effets merveilleux et surprenants. Le stéréoscope qui donne en ronde bosse une image plane est de ce nombre. Il date maintenant de quelques années. Le phénakistiscope, ils oublient le S là, plus ancien et moins connu. Il y a donc ce jouet qui fait le lien entre l'enfant Charles Baudelaire et l'adulte. Quoi d'autre, Raphaël Brossard? Nous pouvons nous intéresser dans ces lettres surtout aux lectures qu'il fait, en particulier lorsqu'il demande à sa mère, après avoir lu « Tu sais que je voulais acheter un ouvrage pour mes 14 sous, j'en ai acheté 2, c'est mieux encore, Voyage sentimental et lettres péruviennes ». Qu'est-ce que c'est que ces lettres péruviennes? Je n'ai pas eu le temps de le chercher. Mais en tout cas, le voyage sentimental, je suppose que c'est celui de Laurence Sterne. Très probablement. Donc, il faudrait aller voir ce que raconte ce voyage sentimental. Mais quelques temps après, je ne sais pas si c'est quelques jours, nous sommes en 1837. En 1837, Baudelaire a 16 ans. J'ai fini mes devoirs et M. Rine ne viendra que jeudi soir. Ainsi, je te prie de m'envoyer les derniers jours d'un condamné et de le louer pour moi. Je l'aurais bien lu avant jeudi soir. Tu pourrais venir le rechercher vendredi. S'il y a plusieurs volumes, envoie-moi tout d'un coup. C'est aujourd'hui mardi. Alors, les derniers jours d'un condamné,
là, il y a une petite erreur, ou de sa part, ou de la part de l'éditeur, c'est encore possible, parce que c'est le dernier jour d'un condamné. Et lorsque nous Le lisons... texte de Victor Hugo, donc. De Victor Hugo, qui est un ouvrage que je n'hésite pas à dire, c'est un des romans noirs les plus extraordinaires qu'on puisse lire. Nous avons, minute par minute, les atroces moments de l'attente du couloir de la mort. De la conciergerie au chapitre 22, je me suis levé, j'ai fait un pas. Il m'a semblé que je n'en pourrais faire un second, tant ma tête était lourde et mes jambes faibles. Cependant, je me suis remis et j'ai continué d'une allure assez ferme. Avant de sortir du cabanon, j'y ai promené un dernier coup d'œil. Je l'aimais, mon cachot. Puis, je l'ai laissé vide et ouvert, ce qui donne à un cachot un air singulier. Donc, nous avons dans ce livre, Le dernier jour d'un condamné, on voit déjà les accents baudelairiens des Fleurs du Mal. Il y a pas de problème. Nous avons les mots de quelque chose de terrible et d'horrible qui peut arriver à un homme. C'est extrêmement angoissant. Baudelaire fabriquera lui-même de son vivant son propre mythe. Mais ce qui reste vrai répugne de toute façon à n'importe quelle convention de n'importe quelle époque. Il y a, on le sait, Baudelaire collectionneur et Baudelaire le dandy, le Baudelaire des femmes et des amitiés littéraires et artistiques. Lire Baudelaire, c'est tout lire au fond, c'est dire à la fois la grande misère, le grand malheur de l'homme, l'infini de sa perte, mais sa divinité aussi, et sa magnificence. Lire Baudelaire, c'est aimer avec lui les pauvres et les parias, les étrangers et les passantes, Rubens et Delacroix, Virgile et Homère, Balzac et Gautier, la musique de Wagner. C'est voir, tout ensemble, la lumière et l'éclat et la décomposition des corps. Quoique Baudelaire aime Paris comme l'aimait Balzac, qu'il en suive, cherchant des rimes, les ruelles les plus sinistrement mystérieuses, à l'heure où les reflets des lumières changent les flaques de pluie en mares de sang, et où la lune roule sur les anfractuosités des toits noirs comme un vieux crâne d'ivoire jaune, qu'il s'arrête parfois aux vitres enfumées de Bouges, écoutant le chant rauque de l'ivrogne et le rire strident de la prostituée, souvent des récurrences de pensée le ramènent vers l'Inde. Théophile Gautier, Paris 1874. Baudelaire et Paris. Alors, voilà un très beau livre qui a été publié à l'occasion de l'exposition Baudelaire. Baudelaire Paris, donc, organisé à la Bibliothèque historique de la ville de Paris du 16 novembre 1993 au 15 février 1994. Alors, Claude Pichois et Jean-Paul Avis, préface d'Yves Bonnefoy. Jean-Paul Avis, on va parler évidemment de Baudelaire et Paris, puisque vous aviez organisé cette exposition. Le Paris de Baudelaire est entré finalement dans le regard, je dirais presque de tout le monde. Enfin, c'est comme si c'était Baudelaire qui avait inventé Paris d'une certaine manière. Oui, c'est ce que je pense aussi. On trouve des poèmes parisiens avant Baudelaire, surtout mais comme Paris comme un mythe, le mythe des romantiques. Ce qu'on voit chez Baudelaire justement, c'est que contrairement aux romantiques, aux mythes ou alors à la célébration de la nature contre la ville, si on pense à Vigny, laisse toutes les villes, c'était plutôt ça la mission en un sens qu'il donnait à la poésie. On voit Baudelaire, son courage est de revenir à la ville à chaque fois qu'il la quitte, et la ville est à la fois la métaphore de l'écriture et à la fois le lieu de la vie, de l'ici et du maintenant, du présent, de l'éternité du fugitif, comme il dira à propos de Guis. On voit bien qu'il y a une capitale infâme que Baudelaire voudrait fuir, et en même temps, c'est la ville qui le retient. C'est une véritable histoire d'amour, comme le montrent les deux projets d'épilogue qui se jouent entre Baudelaire et Paris. On vous écoute, puisque vous connaissez Baudelaire par cœur, Jean-Paul Avis, ses épilogues. Le premier commence comme ça. Alors, le cœur content, je suis monté sur la montagne, où l'on peut contempler la ville en son ampleur. Hôpital, lupanar, purgatoire, enfer, bagne, où toute énormité fleurit comme une fleur.
Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse, que je n'allais pas là pour répandre un vain pleur, mais comme un vieux paillard d'une vieille maîtresse, je voulais m'enivrer de l'énorme catin dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. Que tu dormes encore dans les draps du matin, lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes dans les voiles du soir passementés d'or fin. Je t'aime, ô capitale infâme, courtisanes et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs que ne comprennent pas le vulgaire profane. Et si on continuait par le deuxième, après ce « je t'aime » au capital infâme, on aurait le « tranquille comme un sage et doux comme un maudit, j'ai dit je t'aime, ô ma très belle, ô ma charmante », et on verrait que le premier, s'il est situé sous le regard de Satan, hein, tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse, le deuxième est situé sous le regard des anges, je le récite pas, celui-là il est un peu long peut-être, et en tout cas il se termine par ange revêtu d'or, de pourpre et d'hyacinthe, ô vous, soyez témoins que j'ai fait mon devoir, comme un parfait chimiste et comme une âme sainte, car j'ai de chaque chose extrait la quintessence. Tu m'as donné ta boue, et j'en ai fait de l'or. Et on est un peu passé comme du plaisir avec la catin dont le charme infernal le rajeunit sans cesse, et où on a déjà les voiles du soir passementées d'or fin, on a déjà l'or qui va permettre d'éclairer la boue. Au deuxième, qui est sous le regard des anges, du plaisir au devoir, comme dans Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi tous mes plaisirs, ô toi tous mes devoirs. On voit qu'on a les deux « je t'aime » de Baudelaire, presque les seuls de toutes les fleurs du mal, tous les deux adressés à Paris. Tableau parisien, le cygne. Andromaque, je pense à vous, ce petit fleuve, pauvre et triste miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve. Ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit, a fécondé soudain ma mémoire fertile, comme je traversais le nouveau carrousel. Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques, ce tas de chapiteaux ébauchés et de fûts, les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques, et brillant au carreau le bric-à-brac confus. Là s'étalait jadis une ménagerie. Là je vis un matin à l'heure où sous les cieux froids et clairs le travail s'éveille, où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux, un cygne qui s'était évadé de sa cage, et de ses pieds palmés frottant le pavé sec, sur le sol raboteux traînait son blanc plumage. Près d'un ruisseau sans eau, la bête, ouvrant le bec, baignait nerveusement ses ailes dans la poudre, et disait, le cœur plein de l'eau de son beau lac natal, « Oh, quand donc pleuvras-tu, quand tonneras-tu, foudre ?» Je vois ce malheureux, mi-étrange et fatal, vers le ciel quelquefois comme l'homme d'Ovide, vers le ciel ironique et cruellement bleu, sur son cou convulsif, tendant sa tête avide, comme s'il adressait des reproches à Dieu. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Aussi, devant ce Louvre, une image m'opprime. Je pense à mon grand cygne avec ses gestes fous, comme les exilés ridicules et sublimes, et rongés d'un désir sans trêve. Et puis à vous, Andromaque, des bras d'un grand époux tombé, vil bétail sous la main du superbe Pyrrhus, auprès d'un tombeau vide, en extase courbée, veuve d'Hector hélas, et femme d'Hélénus. Je pense à la négresse amaigrie et phthisique, piétinant dans la boue et cherchant l'œil hagard les cocotiers absents de la superbe Afrique, derrière la muraille immense du brouillard. À quiconque a perdu ce qui ne se retrouve jamais, jamais, à ceux qui s'abreuvent de pleurs et têtent la douleur comme une bonne louve, aux maigres orphelins séchant comme des fleurs.
Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir souffle à plein souffle du corps. Je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore. Baudelaire, hostile à la nature qui se renouvelle sans cesse, voit dans ce milieu du XIXe siècle Paris se renouveler grâce aux travaux d'Haussmann. Alors, Jean-Paul Havis, vous venez de nous réciter par cœur ce signe des tableaux parisiens, et donc ces vers « Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé », Baudelaire serait-il un nostalgique du vieux Paris? Justement, ce qu'on voit dans le signe, c'est qu'avec l'apparition des travaux d'Haussmann, qui va arriver justement, commencer par le Louvre, où se passe le signe, c'est le seul lieu qui soit nommé de Paris dans tout Baudelaire, chez qui Paris est extrêmement présent, mais jamais nommé, jamais une rue n'est nommée, jamais un lieu n'est nommé, à part la Seine, Paris, peut-être Tivoli et Frascati, mais ça n'évoque pas immédiatement Paris. Le seul lieu vraiment parisien qui soit nommé, c'est le Louvre, le nouveau Carrousel, dans le Cygne. Or, c'est bien un poème sur la réflexion sur le temps de la ville qui va commencer à se séparer du temps de la finitude de ceux qui y habitent, puisque la ville, comme la nature, donc, peut se renouveler. Quand Baudelaire dit Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé, on voit bien que c'est le temps de la ville qui est maintenant séparé du temps de la mélancolie. Cela dit, on peut le lire comme un poème de nostalgie à l'égard du vieux Paris, comme on le voit dans tous les livres d'histoire. On voit toujours ce vers cité « Le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville, change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel ». On peut faire porter le « hélas » ailleurs que sur la nostalgie du vieux Paris, puisque on va voir que Baudelaire écrit le signe probablement en décembre 59, c'est le moment même où il commence à découvrir Guis et qui veut déjà étudier Guis. Or, tout le début du texte sur Constantin Guis, le peintre de la vie moderne, est totalement jubilatoire sur le nouveau, sur la convalescence, la renaissance, le regard enfant, l'enfance retrouvée à volonté, le regard sur la nouveauté, le neuf, et puis on sait aussi que le voyage, qui était également écrit en 59 à Honfleur, se terminait par plonger au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Donc je ne pense pas du tout que Baudelaire soit un nostalgique du vieux Paris. Ce qui se passe, c'est simplement que le temps de son existence, de sa mélancolie, eh bien lui, il ne peut pas suivre le temps de renouvellement de la ville comme il ne pouvait pas suivre celui de la nature, et que c'est là ce qui crée la mélancolie. Le sentiment de l'exil, c'est que quelque chose de l'accompagnement du temps et de l'apparente solidarité entre le vieillissement de Paris et le temps de la mélancolie est séparé maintenant. Et la ville neuve d'Haussmann, le décor des palais neufs, et qui sera la ville où s'invente la foule et les jubilations de la foule chez Constantin Guis, on pourrait les opposer, comme s'il y avait bien une idée de rajeunissement possible aussi pour l'homme. On a vu la nature se rajeunir, on voit la ville se rajeunir. On pourrait lire quand même dans cette vieillesse aussi de ceux qui traversent cette ville comme les 7 vieillards, comme les petites vieilles, quelques signes de rajeunissement possible aussi, puisqu'on voit que les petites vieilles ont le regard des petites filles, on voit qu'elles s'en vont vers un nouveau berceau. Oui, c'est vrai. Toujours est-il que quelque chose va bien avoir lieu dans cette fin d'année et qui va l'amener à Guis. Et là, tout le début du texte est jubilatoire sur l'idée d'une renaissance, comme si Baudelaire, soudain, se délivrait. Mais il arrive parfois que l'esprit vraiment s'incarne, en ceci qu'un homme ne se reconnaissant pour but que la vérité peut subir des violences décisives. Alors il est séparé, par l'incompréhension de son temps, des occasions vulgaires, des fins médiocres. Il est réduit au meilleur, au plus obscur de lui-même, sculpté en forme d'esprit, contraint d'être l'essentiel au profit bientôt de chacun.
Tel fut le destin de Baudelaire. Il est désormais possession commune. Il a gagné par une vie exemplaire d'être interrogé sans répit. Yves Bonnefoy. Je voudrais vous demander, peut-être avant de rentrer vraiment dans le texte baudelairien, dans cette pauvre Belgique, dans cette pauvre baie, de nous rappeler tout de même, Jérôme Tello, dans quelles circonstances Baudelaire est parti en Belgique. Pourquoi est-ce qu'il est allé mourir là-bas? Il est parti en 64, si j'ai bonne mémoire, à un moment où d'abord ses créanciers ici à Paris le poursuivaient si virulemment qu'il ne savait tout simplement plus où dormir et comment rembourser ses dettes. Il est parti censément dans l'espoir de trouver à Bruxelles un peu d'argent par des conférences qu'il aurait données en particulier sur les paradis artificiels et sur Delacroix. Mais lui-même il voulait aussi vendre ses œuvres complètes. Et puis voilà, c'est ça. Il cherchait un éditeur et il n'en trouvait pas, bien sûr, et il ne désespérait pas d'en trouver à Bruxelles. Bon, donc il part pour ces raisons-là. Il part aussi pour en finir, ça ne fait pas de doute. Il part pour en finir parce que quitter Paris, quand on est Baudelaire, c'est se quitter soi-même. Quitter Paris, ça n'est pas rien. Baudelaire et Paris forment une sorte de couple indissoluble. Et s'en aller de Paris, c'était s'en aller de soi-même. D'ailleurs, effectivement, quand on le voit à Bruxelles, on le voit qu'il se renonce. Aussitôt qu'il est à Bruxelles, d'abord il est, comment dirais-je, en manque de Paris, en manque de ses amis, en manque de la conversation parisienne à laquelle il tient tant, en manque de sa mère aussi. Aller en Belgique, c'était s'exposer au pire, c'était se confronter à l'adversaire absolu, c'est-à-dire à celui qui n'est pas parisien, à celui qui est une canaille en quelque sorte, celui qui est une canaille en ceci qu'il ne s'y connaît pas en poésie. Le Belge, dans l'esprit de Baudelaire, est devenu l'ennemi absolu, c'est-à-dire celui qu'il appelait le bête, n'est-ce pas? Comme il dit, le Belge sur l'échelle des êtres se situe entre le singe et le mollusque. Il y a de la place, n'est-ce pas? Il quitte Paris pour se quitter et pour s'exposer au pire. Oui, sans doute pressent-il aussi la fin même, parce qu'il doit être gravement malade à ce moment-là. Il est déjà gravement malade, la maladie va empirer, vous avez raison, à Bruxelles. Il habite l'hôtel du Grand Miroir, il faut le faire tout de même, l'hôtel du Grand Miroir, qui se trouve devant la rue du Singe. Et donc il y a là tous les signes, disons, d'un narcissisme brisé, d'une récapitulation de soi-même tout à la fois fatale et impossible. Et qu'est-ce qu'il fait à Bruxelles? Il prétend, qu'il va faire un livre sur la Belgique. D'ailleurs, il avertit les éditeurs, le Figaro, etc., un livre qui sera on ne peut plus virulent et qui dira tout ce qu'il faut savoir sur la Belgique. Et ici apprête, ce sont les notes que nous avons, tous ces brouillons qu'il a griffonnés en préparation de ce livre futur. Et il croit pouvoir se dire à lui-même que ce livre, ma foi, lui rapportera un peu d'argent, comblera quelques dettes. Et est-ce qu'il peut croire en cela? Vous vous dites, à l'instant, il s'apprête à mourir en quelque sorte. On est tenté de dire ça, on est tenté quand on voit sa correspondance qui devient de plus en plus nerveuse, de plus en plus solipsiste, affolée, on se dit qu'il sait qu'il est entré dans le couloir de la mort, là, à Bruxelles. Oui. En même temps, c'est tellement violent, cette opération belge. Le grand témoignage de cette haine de soi-même, intérieure à la haine des Belges. Qui passe par la Belgique, on a l'impression que c'est lui-même dont il parle. C'est étrange. C'est cela. Le grand témoignage, je suppose qu'il faut le trouver dans son rapport à Rubens. Le grand peintre que Baudelaire avait tant aimé, au point de le placer dans les phares, au tout premier plan. Ce grand peintre, eh bien, Baudelaire en Belgique vient l'insulter, le renier. Il faut dire qu'il voit des tableaux là au musée de Bruxelles, les grands Rubens du fond, 3 immenses tableaux qu'il déteste ou qu'il croit détester. Il parle de Rubens comme d'un goujat habillé de satin, alors dans ses notes. Et si Baudelaire renonce à Rubens, vient à insulter Rubens, il ne fait pas de doute qu'il s'insulte lui-même, qu'il renonce à lui-même, puisque c'est comme s'il défaisait la poétique des Fleurs du Mal, celle en tout cas de Spleen et Idéal, dans le grand poème Les Phares. Parmi les 3 tableaux qui ont suscité sa colère et son dépit et sa mauvaiseté, il y a donc le Martyre de Saint-Liévin. Un grand tableau de Rubens, exposé encore aujourd'hui au musée de Bruxelles. Le martyre de Saint-Liévin représente la scène du martyr. On persécute le saint. C'est un tableau très, très ample, très, très emphatique. On lui arrache la langue. En lui arrachant la langue, voilà. Laquelle langue figure du coup au centre du tableau, entre les pinces du bourreau, arrachée en effet à la bouche encore ouverte du saint, et juste avant qu'on ne la jette à des chiens qui sont là en bas à droite du tableau. Bon.
Alors Baudelaire voit ce tableau d'une langue arrachée. Autrement dit, c'est comme s'il s'était identifié à Liévin, à ce saint qu'on persécute. Et en effet, quelques mois plus tard, Baudelaire va tomber dans une église à Namur, l'église Saint-Loup de Namur, et il va tomber aphasique. Pascal Maillard. Proust disait dans une lettre, je crois, agonie emblématique. Le 15 mars 1866, Baudelaire contemple une dernière fois l'église Saint-Loup à Namur. Et il s'abat sur une marche de ce qu'il appelle ce chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre jésuites. S'en suivront la crise d'apoplexie, puis l'aphasie. Or, il se trouve que dans Pauvre Belgique, Baudelaire nous a laissé quelques notes sur Saint-Loup. Saint-Loup, le chef-d'œuvre des jésuites. Voilà, c'est ça. Merveille sinistre et galante. Voilà. Saint-Loup diffère de tout ce que j'ai vu des jésuites. L'intérieur d'un catafalque brodé de noir, de rose et d'argent. Confessionnaux. Tous d'un style varié, fin, subtil, baroque. Une antiquité nouvelle. L'église du Béguinage à Bruxelles est une communiante. Saint-Loup est un terrible et délicieux catafalque. Baudelaire est un poète qui a eu la langue arrachée, en quelque sorte. Oui, sauf que quand même, il y a une large place physiologique à la chose, puisque bon, Oui. il est atteint de cette Voilà. syphilis Voilà. qui va lui causer quand même de graves lésions cérébrales. Voilà. Donc, évidemment, l'aphasie est aussi à la fois révélatrice, comme vous dites, et en même temps, elle est consécutive à cette mort qui l'habite depuis qu'il est tout jeune homme. Très jeune, oui. C'est-à-dire que là, c'est un problème compliqué parce que rien chez Baudelaire n'est reconduit dans des arrière-mondes, rien chez Baudelaire n'est de l'ordre de l'idéalisme et donc de la dissimulation. Tout se passe comme s'il allait mourir demain. Oui, absolument. D'où vient la solennité des mots de Baudelaire? D'où vient que Baudelaire nous touche? D'où vient qu'il y ait ce poids de mélancolie, on dirait comme la lave d'un volcan, n'est-ce pas, dans chacun de ses mots? Peut-être tout simplement du fait que Baudelaire se savait mortel. Il y a comme un surcroît d'expérience par rapport aux mots. Il y a comme, encore une fois, une attestation d'infini dans l'infinitude des mots. Et c'est cela qui nous touche, oui. Dans L'amour et le crâne, ce poème absolument admirable, où Baudelaire donne voix à un symbole de la mort, c'est le crâne. L'amour et le crâne, c'est sous-titré Vieux cul de lampe, Pascal Maillard. L'amour est assis sur le crâne de l'humanité, et sur ce trône, le profane, au rire effronté, souffle gaiement des bulles rondes qui montent dans l'air, comme pour rejoindre les mondes au fond de l'éther. Le globe lumineux et frêle prend un grand essor, crève et crache son âme grêle comme un songe d'or. J'entends le crâne à chaque bulle prier et gémir. Ce jeu féroce et ridicule, quand doit-il finir? Car ce que ta bouche cruelle éparpille en l'air, monstre assassin, c'est ma cervelle, mon sang et ma chair. Baudelaire s'est inspiré pour ce poème d'une gravure baroque de Goltzius, qui est une allégorie de la vanité. Cette gravure représente un pouteau assis sur un crâne qui fait des bulles. Les bulles sont le symbole de l'éphémérité de toute chose. Alors, pourquoi le baroque fascinait-il autant Baudelaire? Il me semble que le baroque offrait à Baudelaire la thématique la plus propre à séduire son goût pour les images et son imaginaire allégorique. Quelle est cette thématique? En deux mots, l'érotisme macabre, la mort comme foyer de perception de toute chose, la mélancolie, le taedium vitae, le sentiment aussi de l'éphémérité de toute chose, de l'existence. Mais outre ces thématiques baroques, ce sont les formes d'expression baroque qui ont retenu l'attention de Baudelaire. Le goût pour l'oxymore, les trompe-l'œil, les anamorphoses, la puissance optique des images.
et la violence aussi de l'expression allégorique au travers des emblèmes. Et puis encore, et ça me semble être peut-être le plus important, une étonnante compénétration des genres et des arts qui existaient à l'époque baroque, ou plus précisément des arts visuels et des arts du langage. Alors que l'idée soit soumise à l'image, c'est peut-être le plus propre du baroque. Je trouve amusant de citer Descartes, qui s'est bien éloigné de Baudelaire, mais on ne se souvient pas que Descartes écrit dans sa 3e méditation « Les idées sont en moi comme des tableaux ou des images ». Baudelaire aurait pu en faire sa devise. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ce qui est extraordinaire, Pascal Maillard, quand on vous écoute, c'est que c'est vrai que c'est un truisme de dire Baudelaire est le poète de la modernité, au fond le premier des modernes. Mais quand on le relit comme vous le relisez, vous, on s'aperçoit que s'il peut être absolument moderne, et s'il est effectivement, je dirais, d'une actualité brûlante, c'est précisément parce que à l'intérieur de sa poésie, et au fond, pas seulement de sa poésie, de sa prose, enfin de son écriture, viennent s'engouffrer à la fois toute l'Antiquité, le baroque, le maniérisme, le gothique, le Moyen-Âge, le XVIIIe siècle. Il ne faut pas oublier non plus d'ailleurs que son père était un homme du XVIIIe siècle, puisqu'il est né au cœur du XVIIIe siècle. D'ailleurs, il peignait des allégories dans le goût du XVIIIe siècle. Et donc, d'une certaine manière, c'est parce qu'il récapitule toutes les temporalités qu'il est absolument, irréductiblement moderne. Vous avez parfaitement raison. Il me semble, et d'ailleurs, Baudelaire l'a dit dans les fameuses annotations écrites devant l'église Saint-Loup, pour qualifier cette église, il dit « Antiquité nouvelle ». Et d'une certaine façon, Antiquité nouvelle, je ne vois pas de meilleure définition de la poésie même de Baudelaire. C'est une Antiquité nouvelle. Oui. Les images, c'est l'immense palimpseste de l'histoire de l'humanité. Et derrière la strate baroque, il y a, comme le disait Walter Benjamin, un soubassement médiéval. Baudelaire était féru de culture latine. Et l'Antiquité, il était même pris de latin d'ailleurs. L'Antiquité de poésie latine est présent dans la modernité sous la forme d'une juxtaposition, d'une concaténation, chose qu'on peut lire dans le poème Le Cygne, qui est le meilleur emblème de ces rapports entre antiquité et modernité. Baudelaire parle du palimpseste indestructible de la mémoire. Le poète est aussi celui qui rassemble, qui recollecte une tradition et qui sauve les images du passé. Une vie, une œuvre. Charles Baudelaire, 1821-1867. Quant au mobilier baudelairien, qu'il serve à donner une leçon aux dames élégantes de nos 20 dernières années, que devant la prétendue pureté de style qu'elles ont pris tant de peine à atteindre, elles songent qu'on a pu être le plus grand et le plus artiste des écrivains en ne peignant que des lits à rideaux refermables, pièces condamnées, des halls pareils à des serres, une martyre, des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, des étagères avec des fleurs, des lampes qui ne brûlaient pas très longtemps, pièces condamnées, si bien qu'on n'était plus éclairé que par un feu de charbon. Monde baudelairien que vient par moments mouiller et enchanter un souffle parfumé du large. Grâce à ces portiques, ouverts sur des cieux inconnus, la mort, où que les soleils marins teignaient de mille feux, la vie antérieure. Marcel Proust, 1er juin 1921. Avec André Guillot, Raphaël Brossard, Pascal Maillard, Christian Jambet, Jérôme Tello, Max Milner, Jean-Paul Avis. Texte lu par Bernard Brieux. Mixage Simone Ronger, Simon Deborne. C'était une émission de Christine Goémé, réalisée par Perrine Mangui.